Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Je reprends les commandes, les rênes de l'émission. J'en profite déjà pour remercier Brice qui m'a permis de partir en vacances. Ceux qui ne sont pas partis, par contre, c'est les Aiglons, partis certes à Newcastle, mais pour le travail, pour la Cela Cup, pour la fin de leur préparation estivale. Et c'est là-dessus que nous allons revenir aujourd'hui. Les deux matchs du week-end face à Villarreal et face à la Fiorentina. Et puis plus globalement, les enseignements de cette préparation estivale à quelques jours maintenant de la reprise de la compétition de la Ligue 1. Ce sera vendredi soir face aux amis du LOSC. Bon, peut-être pas beaucoup de nouveautés pour les deux matchs de ce week-end, mais en tout cas des confirmations, quelques enseignements malgré tout, quelques inquiétudes, je pense aussi, vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez. En tout cas, c'est ce que vous nous avez fait remonter sur notre compte Twitter, notre compte X maintenant, comme on doit dire. D'ailleurs, merci, pas merci Elon. On va parler de tout ça, on va un peu aussi se projeter sur la fin du mercato, pas grand chose à se mettre sous la dent avec le mode sous-marin qui est devenu le mode camouflage d'ailleurs maintenant dans Nice Matin, mais quand même encore un peu plus de 3 semaines d'ouverture du marché et des postes à renforcer très certainement. Je vais accueillir mes deux compères d'aujourd'hui. Alors pas de surprise, c'est les titulaires. J'ai pas fait de turnover comme face à la Fiorentina de la part de Francesco Farioli. Alric est avec moi. Salut Alric, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis content d'être avec vous. Par contre, je suis un peu déçu parce qu'on a raté avec cette CELA Cup la possibilité de prendre notre premier trophée depuis longtemps. Donc, voilà, c'est un petit peu le point négatif de cette préparation, j'ai l'impression. Ouais, 26 ans sans trophée et on continue quand même. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient d'ailleurs même pas nés ou trop jeunes pour se souvenir de cette victoire en Coupe de France. Bon, moi j'avais la chance d'être né, mais je vous avoue que je regoutterais bien volontiers à un peu de gagne, même si ce n'est pas vraiment l'ADN du club. Jérémy est également avec nous. Salut Jérémy. Comment ça va après cette magnifique défaite en CELA Cup? Salut Sky, salut Elric et salut à tous. Bah écoute, pour mon 50e Avantinissa, j'espérais un trophée, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc j'espère me relever de cette déception. Mais non, sinon ça va. On a vu deux matchs un petit peu quand même très différents l'un de l'autre, donc on va tirer des enseignements. Une déception supplémentaire, hein, c'est un peu voilà, hein, dans ce qu'on a l'habitude ces derniers temps. Bon, on exagère hein, parce que la CELA Cup, ça ne fait pas franchement rêver non Oui. plus. Même un trophée en carton, on l'aurait pris vu comme on en est sevré ces dernières années. Mais l'important, c'est bien évidemment la façon dont ça nous permet de préparer la saison à venir et de faire un état des lieux, hein, une large revue d'effectifs encore, puisque Francesco Farioli a aligné ce qu'on peut et on va en débattre, se rapprocher d'un 11 type et de la majorité de l'équipe qui se présentera face au Dog vendredi à l'Alliance Riviera et ensuite dans un second match. Globalement, les remplaçants, en tout cas, ça a été un peu plus décevant. Écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Deux rencontres, d'abord face à Villarreal, un match nul un partout, puis la défaite de Buzyn cet après-midi, puisqu'on enregistre dimanche en fin de journée face à la Fiorentina. On va faire un peu match par match peut-être pour commencer, mais forcément les thématiques vont se mêler, puis on va parler d'un peu de hiérarchie, donc on va comparer les titulaires et les remplaçants, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent et construit, mais voilà, on va laisser la place aussi à l'innovation et à la créativité. Messieurs, un match face à Villarreal qui, au final, au-delà du score, anecdotique et plutôt rassurant. L'OGC Nice, face à un gros club de Liga, n'a jamais vraiment tremblé, a montré des belles choses également, a peut-être un peu subi aussi un arbitrage désastreux, mais ça, c'est un fil rouge des deux rencontres. Mais globalement, on a vu, comment dire, un OGC Nice qui a progressé tout au long de cette préparation et des signaux positifs, même si on n'en est pas non plus à faire le zizicoptère au-dessus de la Kuntea. C'est tout à fait ça. On a vu du progrès. Je pense que c'est le mot-clé de cette rencontre face à Villarreal et plus globalement des dernières sorties de cette préparation. Moi, je suis très content d'avoir eu l'impression de vraiment voir les principes de jeu de Francesco Farioli, d'autant plus qu'on a aligné, je pense, qui ressemblait le plus possible à une équipe titulaire qui devrait pouvoir démarrer face à Lille dès vendredi soir prochain. Je suis très content d'avoir vu une équipe qui a été constante pendant tout le match, qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a jamais renoncé aux principes dictés par son entraîneur. Je suis content qu'on n'ait pas perdu, je suis content qu'on ait pu faire jeu égal avec l'équipe de Villarreal, avec un arbitrage beaucoup plus juste et beaucoup plus professionnel. Je dirais qu'on aurait réussi même à peut-être l'emporter. Il y avait encore des choses à corriger, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal
petites erreurs Il y défensives. viendra. Mais globalement, c'était un match très très agréable et qui me fait dire, et pour le premier tour de table, c'est comme ça que je vais conclure, qui me fait dire que si on voit pendant toute la saison ce qu'on a pu voir sur ce match face à Villarreal, eh bien, je pense que les défaites seront moins amères et qu'on prendra beaucoup plus de plaisir que ces dernières années. Jérémy, globalement, un côté positif, hein, comme Alric le souligne à cette première rencontre face à Villarreal. Alors le score, l'arbitrage, tout ça, c'est un peu anecdotique, mais Alric souligne dans les principes de jeu appliqués par Francesco Farioli, la relance de derrière, beaucoup de contre-pressing agressif et haut sur le terrain, et puis voilà, un état d'esprit général. Sans s'emballer, on a envie en fait d'en voir plus. Ça nous a donné un peu envie de débuter la saison en se disant on sera peut-être pas sur le podium, on verra, hein. Après c'est la glorieuse incertitude du sport, mais on aura peut-être un peu moins de chances de s'ennuyer au stade aussi déjà. Ouais, tout à fait. C'est un match que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve même qu'on a dominé cette équipe de Villarreal. Je trouve qu'on a quand même été un peu meilleur. Donc non, je suis quand même très rassuré par ce match-là. Je trouve qu'on a une équipe qui joue ensemble. En fait, ce qui me fait plaisir déjà, c'est qu'on a vraiment une équipe qui joue ensemble. Je pense qu'on l'a vu trop rarement ces dernières années. Il y a des vraies consignes, on le voit, et tout le monde les applique. Il y a même certains joueurs qui ont fait notamment un très bon match alors on les a critiqués souvent l'année dernière. Je trouve qu'ils font une plutôt bonne préparation et ils ont très bien fini hier. Non, je trouve que c'était vraiment un match plaisant à regarder. Ce qui me plaît, c'est il y a du pressing, du contre-pressing, il y a du mouvement en fait, et tout le monde propose des solutions, notamment au milieu de terrain avec, on va en parler, hein, Morgan Sanson qui était quand même excellent hier. Mais je trouve que même Youssouf proposait beaucoup. Voilà, il y avait beaucoup de mouvements, des joueurs qui justement proposaient beaucoup, qui faisaient des dépassements de fonction. Et ben, comme on l'a répété plein de fois l'année dernière, ça change la donne en fait, hein, quand tu proposes des solutions, que tu as du mouvement, que tu as des joueurs qui vont vers l'avant. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un match qui est plein de promesses. J'ai quand même été très rassuré et je trouve que la progression de l'équipe se fait petit à petit. Donc c'est quand même plutôt prometteur dans un sens. Maintenant, j'attends de voir si ça se confirme en championnat. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte du match de vendredi contre Lille, qui aura quelques absents en plus. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Et je pense qu'on peut vraiment faire un bon résultat parce qu'on a quand même un 11 titulaire qui tient bien la route. On va en parler de ce 11 bien titulaire, renforcé. Jérémy, en fonction de ce qu'on a vu sur ces deux matchs. On a compris, alors peut-être qu'enthousiasmant, c'est un mot qui est encore un peu fort pour Oui, cette bien OGC sûr. Nice qui est encore très en travail, mais en tout cas, qui a su attiser notre appétit, notre curiosité et lancer avec un œil curieux cette saison. Donc c'est déjà peut-être assez bien avec toutes les turbulences qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Tu l'as cité, Jérémy, peut-être le buteur forcément, mais peut-être le meilleur aussi joueur de cette CELA Cup, en tout cas côté niçois. C'est Morgan Sanson, donc buteur, hein, face à Villarreal, meilleur milieu de terrain probablement de cette rencontre et peut-être même meilleur joueur. La question est un peu cliché certes, mais on a l'impression qu'en fait depuis son arrivée, Morgan Sanson fait l'unanimité au-delà de son but. C'était déjà une piste, en tout cas lorsqu'il a signé sur le nom, les gens s'emballaient assez volontiers. Il semble le confirmer sur le terrain. Alors bien sûr, sur des rencontres amicales, c'est des toutes premières rencontres. On attend de voir ce que ça va donner sur le temps long, mais on a l'impression qu'en fait, il est déjà indispensable. Et on a du mal à imaginer un supporter niçois qui ne coucherait pas son nom en fait directement sur la feuille de match, et peut-être même un des premiers noms à mettre sur la feuille face à Lille. C'est une adaptation éclair, c'est un apport qui est significatif et visuel pour tout le monde. Ça ressemble vraiment à tout du bon coup, et peut-être que s'il y a une raison de s'enthousiasmer sur l'OGC Nice après ce week-end, Morgan Sanson y est pour beaucoup. Bah, il y a plusieurs raisons à ça. Je te rejoins totalement. Mais il y a plusieurs raisons. Déjà parce que, bah, d'un point de vue sportif, mais en dehors du fonctionnement de l'équipe, c'est un bon joueur de Ligue 1. Il a beaucoup d'expérience. Sa petite aventure en Angleterre, certes, ne s'est pas passée du mieux possible, mais elle a pu lui apporter ce qui lui manquait peut-être dans sa carrière de footballeur. Pour ce qui est de la Ligue 1, il la connaît très bien. Il a joué dans de bons clubs. Donc il y a pas de souci par rapport à ça. En plus, il connaît certains joueurs de cet effectif. Et puis surtout, voilà, comme il arrive dans une équipe
qui malgré tout, je pense qu'il la connaît un petit peu, il a dû un petit peu suivre. Et bien l'adaptation s'est faite rapidement. Et surtout, d'un point de vue footballistique, j'ai l'impression, alors c'est à confirmer, mais j'ai l'impression que c'est le joueur qui nous manquait pour faire le lien entre les différentes zones du terrain. J'ai l'impression que tous les ballons passent par Morgan Sanson, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu, arrêtez-moi si je me trompe, depuis Michael Seri. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne peut pas faire autre chose que l'unanimité. Parce qu'en plus, il est bon. En plus, il marque, en plus, il permet de se créer des occasions. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça, parce que je trouve qu'on est encore un peu stérile par moment, mais ça ne pourra aller qu'en s'améliorant. Et c'est pour ça que c'était important, et qu'on l'a dit pendant plusieurs années, c'était important d'avoir des joueurs d'expérience dans toutes les zones du terrain. Des joueurs de club, des joueurs de Ligue 1, du coup, un peu comme on avait recruté Mario Lemina, même si le profil n'est pas le même, mais dans cette idée-là. Comme Exactement. Et comme Gaëtan Laborde, effectivement, Jérémy. Et aujourd'hui, c'est le lien offensif qui nous permet de plus avoir ce trou au milieu de terrain qui nous a fait grandement de mal ces dernières années. Oui. Oui, et puis, de toute façon, sur le deuxième match face à la Fiorentina, on a bien pesé son absence, même si, bon, il n'y a pas non plus une question de Sanson dépendance, mais on a vu deux visages du milieu de terrain. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Jérémy, sur Morgan Sanson, que tu citais spontanément, mais je pense que c'est l'une des principales satisfactions et l'un des principaux enseignements de cette CELA Cup côté OGC Nice. Une adaptation éclair, comme je le disais, pas nécessairement surprenante non plus, puisque c'est ce qu'on attend de lui. On est très content de le voir le faire super rapidement. Pour toi, les premières impressions sur ce nouvel Aiglon, du coup, qu'on imagine mal ne pas être en fait partie intégrante du 11 du gym cette saison. Ouais, je trouvais que le faire venir déjà, c'était un super choix, parce que c'est vraiment un bon joueur de Ligue 1. L'année dernière, il avait beaucoup apporté à Strasbourg, et en fait, même si je trouvais que c'était un très bon joueur, je suis déjà surpris après le match contre Braga et surtout celui d'hier qu'il ait autant apporté rapidement. En fait, je trouve que vraiment on a vu son apport tout de suite. Contre Braga, il a failli marquer en première mi-temps. Là, voilà, il marque, et justement son activité. Je répondais à un tweet de Bertigno hier, il me semble. Je disais qu'il est déjà indispensable parce que justement, elle apporte cette touche technique au milieu de terrain. Il aide justement dans les replis défensifs. Et justement, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il apporte, comme vous l'avez dit, son expérience, mais aussi sa combativité. Il lâche rien, il est partout sur le terrain. Il apporte vraiment une bonne mentalité à l'équipe. Et je pense que il peut devenir vraiment un leader de l'équipe assez rapidement, au vu déjà de son talent sur le terrain, mais je pense aussi au vu de sa mentalité. Parce que ça a toujours été un joueur, on a toujours eu de bons échos sur ce joueur, mais c'est vrai que là on voit vraiment qu'il a une bonne mentalité, et que je pense que ça va faire vraiment du bien à l'équipe, au groupe. Et je trouve que notamment avec Youssouf hier au milieu de terrain, tous les deux, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, quand on a un joueur un peu comme lui qui arrive à donner le tempo au milieu de terrain, ça fait beaucoup de différence. On avait un petit peu Boudaoui qui arrivait à le faire l'année dernière, à la première relance, qui arrivait vraiment à donner le tempo. Là, Morgan Sanson est un cran plus haut, donc je trouve que c'est intéressant. Et comme le disait Alric, c'est vrai que là, beaucoup de ballons, je pense, pour nos offensives vont passer par lui. Donc vraiment, j'attendais beaucoup de ce joueur. Et là, il me déçoit pas, il me surprend même. Je trouve que vraiment, il s'est acclimaté très très rapidement, et il nous fait énormément de bien. Donc oui, je pense que c'est vraiment, ça va être un des joueurs clés de la saison. Et puis on va pas se mentir, ça fait quand même du bien d'avoir un joueur qui sait tirer les coups de pied arrêtés. Certes, ça n'a pas encore fait but, mais c'est beaucoup plus agréable de voir un ballon dangereux dans la surface qui peut créer un peu le doute dans la défense adverse, plutôt qu'un ballon qui va au 25e poteau, quoi. Ce que citait Florent Ghisolfi d'ailleurs lors de sa présentation. Il était présenté en compagnie de Jérémy Boga, et ça va être notre sujet suivant. Donc on apprend à connaître Jérémy Boga, même s'il y avait eu ce numéro avec nos amis d'Atalanta France pour apprendre un peu à savoir plus des dernières années en Serie A du nouvel Aiglon Jérémy Boga.
ses premiers pas sur le terrain aussi à l'occasion de cette CELA Cup, en tout cas les minutes disputées face à Villarreal. Ça, c'est un avis vraiment personnel. Vous allez me dire, messieurs, ce que vous en pensez. Nos auditeurs aussi, qui n'hésitent pas à réagir, que ce soit sur YouTube ou sur nos comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. X, je vais y arriver, hein, promis, ça va me prendre quelques années, je pense, à faire la transition. Jérémy Boga, qu'on a vu très actif sur le côté, c'était clairement le profil peut-être de joueur qui nous manquait également en tant qu'ailier sur plusieurs années. Ça correspond vraiment à ce que Francesco Farioli veut mettre en place également. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, alors voilà, il faut qu'il s'adapte au 11. Il n'y a peut-être pas une adaptation aussi éclair que Morgan Sanson, mais on ne va pas lui tomber dessus pour ça, très très loin de là. J'ai trouvé en tout cas qu'il a rapidement, sur ce match-là en tout cas, bonifié le jeu de Terem Moffi qu'on avait vu un peu en difficulté lors de cette préparation, parce que assez esselé et qui a eu du mal à se procurer des occasions, à récupérer des ballons exploitables dans la surface de réparation adverse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de connexion naissante entre les deux joueurs. Peut-être Jérémy Boga qui fait une partie du travail ingrat que Terem Moffi perdait, en tout cas perdait de son énergie à faire en redescendant plus bas, en étant un peu au cœur de la défense. Là, Jérémy Boga provoque, propose des solutions, de l'espace et peut servir après un Terem Moffi qui du coup est un peu plus libre de faire ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire mettre une sacoche au fond, ou en tout cas voilà, faire son rôle de numéro 9 le plus chirurgical possible. Donc au-delà de sa complémentarité avec Terem Moffi, mais je vous invite forcément à réagir sur ce que je viens de dire, notamment si vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé, encore une fois, de Jérémy Boga, après qu'on avait déjà entreaperçu, mais qu'on a vu un peu plus longtemps encore face à Villarreal? On a un Jérémy avec nous, donc on va le laisser en parler. Exactement, les Jérémy parlent au Jérémy. Ça s'écrit pas pareil, par contre. Non, bah, c'est des différentes sortes de Jérémy, attention. Oh là, je pense qu'on a fait un blasphème, Alric, là. Non, mais bon, j'aime beaucoup aussi son apport pour le moment. Je trouve que c'est bien qu'il ait pu, comme Morgan Sanson, avoir 2 matchs pour s'intégrer dans l'effectif avant le début du championnat. Bon, comme on l'avait dit, c'est vrai que c'est un joueur qui va nous apporter parce que c'est un des rares qui arrive à faire des différences en 1 contre 1 par le dribble notamment. On avait Sofiane Diop, enfin on a Sofiane Diop aussi qui arrive à le faire, mais voilà, on a trop peu de joueurs qui arrivent à faire ce genre de choses et on commence à voir un peu les prémices, notamment quand il rentre sur son pied droit un petit peu au cœur du jeu, qu'il arrive à combiner. Il a fait quelques fois hier et notamment voilà, il combine avec Terem Moffi. Moi, c'est un joueur qui, je pense aussi comme Sanson, de toute façon pour l'instant nos recrues nous apportent, et parce qu'on avait vraiment des besoins à ces postes-là, comme a dit Florent Ghisolfi, et comme nous on l'avait vu depuis de nombreux mois. Je trouve aussi qu'il s'est vite intégré à l'équipe. Alors on le voit un petit peu moins, mais après c'est normal. Il connaît moins la Ligue 1, il connaît moins certains joueurs, je pense. Mais je trouve que son apport pour l'instant est intéressant. Par contre, moi où je me questionne en fait, c'est pas forcément sur lui, mais c'est sur son recrutement. Je pense que ça fera lien avec l'équipe B ensuite, mais c'est notamment la place qu'on va laisser potentiellement à d'autres ailiers ou à Sofiane Diop, parce que vu qu'on a recruté Jérémy Boga pour jouer sur l'aile gauche, comment on va faire à droite et justement où est-ce que Sofiane Diop va jouer? C'est un point, moi, qui me laisse un petit peu perplexe. Je suis curieux de voir comment on va gérer, comment Francesco Farioli va gérer ça. Mais en tout cas, sur le joueur en lui-même, je pense que c'est une super recrue, une recrue qu'on suivait depuis longtemps, mais qui va beaucoup nous apporter aussi. Bah parlons-en, si tu veux bien, de ce deuxième match de cette équipe B. On va faire un peu des allers-retours entre les deux rencontres, parce que forcément, les deux matchs, les deux 11 se répondent après dans la constitution de l'effectif et dans les derniers choix de Francesco Farioli. Et très clairement, sur le côté gauche, tu as investi 18 millions d'euros sur Jérémy Boga. Il est là pour être titulaire. Il est dans ce 11 qu'on suppose être le plus proche du 11 titulaire envisagé par l'entraîneur italien. Sofiane Diop, lui, se retrouve dans la deuxième partie avec les remplaçants, à la fois derrière un Kefren Turam, dont on reparlera également après, s'il s'agit de son poste à la pointe du milieu du 4-3-3 du coach de l'OGC Nice, ou sur le côté gauche, effectivement, on a pu le voir surtout la saison dernière, où là, du coup, il y a la concurrence de Jérémy Boga récemment arrivé. Alors, Sofiane Diop, 22 millions d'euros, quand même, investi la saison passée, deuxième recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice, derrière Terem Moffi. C'est compliqué pour lui face à Boga. Ça a été compliqué pour lui aussi pendant cette préparation face à Kefren Turam.
Alexis Claude Maurice également un peu dans cette zone-là qui pourrait faire office de concurrent, même si par son statut et par ces dernières saisons-là, il part avec un peu de retard, mais il nous a montré des choses globalement satisfaisantes avant sa blessure dans cette préparation-là. Il y a quand même une interrogation effectivement autour du statut de Sofiane Diop et de son utilisation. On le voit mal passer devant Boga, on le voit mal passer devant Thuram, sauf si départ de ce dernier. Est-ce qu'on doit se faire à l'idée que la concurrence sportive s'applique et que si Sofiane Diop est moins bon que ces deux joueurs-là, eh bien il restera sur le banc, quel que soit l'investissement et l'attachement qu'on lui porte. Ou est-ce que pour vous, il y a peut-être d'autres solutions de faire cohabiter ces joueurs, ou est-ce que peut-être que Sofiane Diop ne mérite pas de jouer titulaire en ce moment? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Concrètement, je sais pas, parce que on a deux joueurs qu'on a payés cher. 40 millions d'euros à eux deux quand même sur le poste d'ailier gauche. On a fait un investissement équivalent à celui sur le poste de numéro 9. C'est ça, sachant que Sofiane Diop n'est pas un ailier gauche pur. C'est pour ça que sur le côté, je lui préférerais Boga quoi qu'il arrive, parce qu'il sait faire des différences, mais il a l'air quand même moins à l'aise quand il faut le faire sur un côté et vraiment coller la ligne comme le fait Jérémy Boga. Au cœur du jeu, eh bien, si en plus Alexis Claude Maurice, lui, bon, malgré le fait qu'il se blessé, forcément, ça fausse un peu mon jugement, mais si lui aussi arrive à montrer des choses intéressantes, on va vite se retrouver un peu encombré. Il n'y a que 2 places, une place et demie, on va dire. Donc ça va être compliqué. Je pense que c'est aussi le jeu sain de la concurrence qui va dessiner un petit peu le contour du 11 titulaire. Francesco Farioli, je l'espère, fera jouer les meilleurs et plus complémentaires. Ça ne veut pas dire pour autant que Sofiane Diop aujourd'hui doit être un remplaçant, parce que très clairement, il a aussi montré des choses un peu intéressantes dans cette préparation, en tout cas au début. Voilà, malheureusement, voilà, et aujourd'hui il a été relié dans la seconde équipe, et surtout, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu dans cette équipe B. Non, alors, il ça fait pose un peu pas question. partie de ceux qu'on a le plus vus, même si forcément, quand tu es au milieu d'une équipe largement remaniée, c'est peut-être un peu plus dur de briller, mais il y a d'autres joueurs qui, eux, malgré tout, ont réussi à se montrer à leur avantage, ce qui n'a pas été le cas de Sofiane Diop. Je sais pas ce qu'en pense Jérémy, c'est assez dur par rapport à ce qu'on a vu en début de préparation, ce qu'on a entrevu la saison dernière avant et après sa blessure, son statut, son talent, enfin plein de choses qui nous faisaient dire à nous lointains observateurs amateurs de l'OGC Nice que Sofiane Diop il partait avec une place de titulaire, que ce soit à la pointe du milieu à 3 de l'OGC Nice ou sur le côté gauche. Et en fait, les deux recrues qui pour l'instant sont arrivées le concernent directement, puisque Morgan Sanson, même si ce n'est pas le même profil, prend une place au milieu et il se retrouve en balance avec Kefren Thuram. Et sur le côté gauche, Jérémy Boga qui, lui, pour le coup, est un véritable ailier, un véritable spécialiste du poste, des qualités qui peut-être correspondent davantage à ce que veut mettre en place Francesco Farioli. Donc, on se retrouve un peu avec une énigme autour de la situation de Sofiane Diop. En tout cas, je trouve que ce serait très dommage de se priver de Sofiane Diop, parce qu'on l'a clairement dit de nombreuses fois. Il y a clairement un OGC Nice avec et sans Sofiane Diop, on l'a vu l'année dernière, notamment sur les derniers matchs où il était revenu de blessure. Je trouve que ce serait vraiment très très dommage qu'il soit pas dans le 11, notamment contre Lille, parce qu'en début de préparation, c'est ce qui est compliqué. Mais moi, je trouve qu'il aurait sa place, notamment peut-être au milieu de terrain. Ou alors peut-être on peut essayer peut-être Boga à droite et Diop à gauche, voir si Jérémy Boga peut jouer à droite aussi. Après ça dépend de ce que préfèrent les joueurs aussi, mais en tout cas moi je trouve que ce serait quand même dommage pour celui qui était quand même notre leader technique l'année dernière de se retrouver sur le banc, surtout qu'en début de préparation c'est vraiment lui qui sortait du lot, notamment avec c'est un très beau coup franc qu'il met, mais c'est lui qui montrait quand même des choses intéressantes. Donc bon, on va voir comment Francesco Farioli va gérer ça, mais je trouverais dommage de se priver de Sofiane Diop, notamment dans un rôle comme il était quelquefois l'année dernière, ce rôle de 8-10 où pour moi il est vraiment très bon.
Donc bon, on va voir, mais je trouverais que ce serait dommage en tout cas de pas Vous le voir. évoquez une place au milieu de terrain, donc notamment la place de Kefren Turam. Kefren Turam qui globalement a été décevant sur cette CELA Cup et peut-être plus généralement sur la préparation d'avant-saison. On va pas refaire le débat sur la nonchalance, sur les attentes peut-être des fois démesurées autour de Kefren Turam avec son statut de néo-international français. Et puisque l'OGC Nice en demande, il y a des rumeurs de départ. Il y en a eu dès le premier jour du mercato et même avant. Et il y en a encore, et on parle de la Juventus aujourd'hui. Donc, dans l'attente d'un éventuel départ, puisque là, je pense que la porte n'est pas fermée du côté du club, si l'offre adéquate finit par arriver. Est-ce que pour vous, voilà, si jamais Kefren Turam reste déjà jusqu'à vendredi et puis ensuite tout au long de la saison, est-ce que pour vous, il reste toujours un titulaire indiscutable? On sait qu'au poste de numéro 6, la place semble promise à Hicham Boudaoui. Youssouf fait plus qu'un bon boulot de doublure. Morgan Sanson, tant qu'il est là, semble indispensable, comme on le disait pour l'instant. Donc à cette pointe du 4-3-3, en fait, je pense que c'est peut-être là que c'est le plus ouvert entre Sofiane Diop et Kefren Turam, qui les deux n'ont malheureusement pas montré en fait la capacité à s'imposer comme titulaire indiscutable, ou en tout cas l'un sur l'autre. Et on reste un peu dans l'attente que les deux fassent mieux. Est-ce que c'est ça en fait au final, l'hésitation vient du fait qu'aucun des deux n'ait vraiment réussi à s'imposer comme un patron? Le cas de Kefren Turam, il me semble un peu particulier. Parce que déjà, il a repris un peu plus tard que les autres la préparation. Alors ça peut sembler être banal ce que je dis, mais dans une préparation physique et mentale par rapport à une nouvelle saison, tu sors d'une compétition européenne avec la sélection espoir. Sur les premiers matchs, Adric, je l'entends, mais est-ce que maintenant qu'on arrive au bout de la préparation et à 5 jours du début de la Ligue 1, on peut encore vraiment parler de retard? Est-ce que après, je ne suis pas préparateur physique et encore moins footballeur professionnel, mais est-ce que voilà, autant oui, quand il vient d'arriver, il est en retard sur ceux qui se sont réunis depuis 2 semaines, mais là quand même, on a quand même aussi malheureusement l'impression de voir ce qu'on voyait de décevant de Kefren Turam la saison dernière. Mais j'allais y venir justement parce que c'était la deuxième partie de mon raisonnement. Il y a quelques jours, j'ai écouté une interview de Loïc Rémy qui était avec Colin Interview. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, elle est intéressante pour un point. C'est que Loïc Rémy, quand il arrive à l'OGC Nice, il a un statut qui est un peu le statut du jeune qui a beaucoup de talent et qui peut faire exploser le petit OGC Nice de Frédéric Antonetti. Ça marche très bien pour lui. Et à partir du moment où il devient international, donc il n'a pas beaucoup de sélections, mais à partir du moment où il change de statut et qu'il devient international, les attentes deviennent presque démesurées par rapport à lui. Et on lui fait savoir parce que dès qu'il rate un match, il se fait conspuer, ça devient compliqué pour lui. C'est là que la session de Lamar rentre en compte dans l'histoire de notre club. Mais bon, bref. C'était une petite anecdote pour les anciens. D'ailleurs, il a un petit mot par rapport à ça. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé instantanément de changer de club et de partir ailleurs. Et donc, il est parti à l'Olympique de Marseille. Parenthèse refermée, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec Kefren Turam. C'est-à-dire que Kefren Turam, c'est un bon joueur avec beaucoup de bonnes qualités et quelques défauts qui malheureusement sont visibles. On parle notamment de sa nonchalance. Mais le problème, c'est que il commence à avoir de gros clubs qui viennent sur lui et il a changé de statut parce qu'il est devenu international. Donc on attend beaucoup plus de lui. Ça reste un jeune joueur qui peut-être arrive au bout de ce qu'il peut faire avec l'OGC Nice. Peut-être que l'OGC Nice n'est pas capable de lui inculquer cette rigueur qui est nécessaire au très haut niveau. Ça, il faut aussi accepter de l'entendre. Et aujourd'hui, je pense que il mérite d'être titulaire, pas sur sa préparation. Je parle sur le joueur qu'il est et sur les capacités qu'il a. Mais clairement, peut-être que pour lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il fasse plus, soit le vendre au prix juste, ou soit le mettre sur le banc dès vendredi prochain. Lui préférer, pas Alexis Claude Maurice parce qu'il est blessé, mais peut-être Sofiane Diop. Je pense que voilà, aujourd'hui, le fait qu'il ait changé de statut, ça lui met encore plus de pression et peut-être qu'il n'est pas encore capable de surmonter cette pression-là. Jérémy, quelques mots sur Kefren Turam. Ce débat, on l'a eu des dizaines de fois, je pense, dans l'émission, que ce soit avec vous, messieurs, avec les autres chroniqueurs. Et je pense que tout le monde l'a eu au stade, dans sa famille, avec ses potes, à l'école, au travail. Enfin, voilà, Kefren Turam, c'est quand même l'un des principaux sujets de discussion des supporters de l'OGC Nice ces dernières saisons. On l'aime beaucoup, c'est un de nos joueurs préférés. Moi, à titre personnel, il fait probablement partie du top 5 de mes joueurs préférés ces dernières saisons à l'OGC Nice, mais on a un peu l'impression, et je vais peut-être aller un
tout petit peu plus loin que ce que disait Alric. Mais on a l'impression qu'il est peut-être arrivé au bout de quelque chose avec l'OGC Nice. Ça fait 4 ans qu'il est là, il est devenu international. Peut-être qu'effectivement Nice, c'est plus le projet, c'est plus le contexte, c'est plus les joueurs autour de lui nécessaires pour lui faire franchir le cap pour atteindre son plein potentiel et devenir un international français régulier et non éphémère. Et Nice aujourd'hui doit peut-être s'appuyer sur d'autres joueurs. Sofiane Diop qui a encore tout à prouver, une marge de progression à avoir. Un Morgan Sanson aussi, qui joue à un poste où Kefren pourrait évoluer et qui lui est sûrement moins talentueux peut-être en termes de potentiel pur. Mais qui est déjà un joueur plus mûr, plus rompu à la Ligue 1, plus exigeant avec lui-même. Je sais pas en quelques minutes parce que le programme est encore chargé. Ou est-ce que pour toi, en fait, on avait déjà tout dit sur Kefren Turam, mais ce qu'on a vu dans cette CLA Cup et globalement dans cette préparation n'est pas différent que tout ce qu'on a pu dire la saison précédente? Bon, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit parce que je suis quand même plutôt d'accord. Par contre, moi, mon point, en fait, c'est pas sur son talent ou sur le fait qu'il fasse de bons ou de mauvais matchs. Moi, là où je m'interroge, et notamment sur le match d'hier, c'est est-ce que son style en fait de jeu, le style de joueur qu'il est correspond au schéma de jeu qu'on a et à ce que veut mettre en place Francesco Farioli. Parce que justement, on a beaucoup de pressing, de contre-pressing, de mouvements au milieu de terrain, et je suis pas sûr. En fait, je ne sais pas, je le vois pas forcément dans ce style de jeu-là. Alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, je le vois un peu quand même plus à l'aise dans un jeu de transition. Où il peut faire ses grandes enjambées qu'on a appris Voilà. à apprécier avec lui, où il a plus de place, plus de volume pour courir. Je suis assez C'est d'accord ça. avec Moi, toi. là, j'ai l'impression que le style qu'on a, en fait, ne lui correspond pas forcément, et j'ai pas trop envie qu'il se restreigne un peu dans ses choix, dans son jeu à cause de ça, justement, et qu'on le voit moins. Ça serait dommage, en fait. Et justement, je m'interroge plus que vraiment lui et dire il est bon, il est pas bon, parce que c'est un super joueur, on le sait, et même si j'attends un peu plus de lui, moi, c'est vraiment, est-ce qu'on peut attendre plus de lui dans le schéma de jeu qu'on va mettre en place, en fait. Et c'est ça, je me pose la question. Là où, par exemple, on pourrait avoir notamment un Sofiane Diop qui pourrait être là, plus combiné avec Morgan Sanson, notamment, on aura un milieu de terrain qui c'est très offensif, donc attention des équilibres, mais je me dis que Sofiane Diop serait peut-être plus à l'aise par son style de jeu. Voilà, c'est moi, en fait, c'est mon point sur ce milieu de terrain qui me laisse un petit peu perplexe pour le moment. Parce qu'il joue dans l'axe, je suis d'accord avec toi. A contrario, par exemple, Jérémy Boga, parce qu'il joue sur un côté, c'est sa qualité de vitesse qu'on veut voir. Parce que Kefren Turam joue dans l'axe et que Francesco Farioli veut poser le jeu, il est peut-être bridé, ça je suis d'accord. Ouais, bon, je suis pas prêt à revoir un Kefren sur le côté comme certains anciens entraîneurs de l'OGC Nice ont essayé, même si ça s'est pas fait sans succès non plus. On va laisser ce duel à distance, et qui n'existe d'ailleurs peut-être que dans nos esprits, entre Kefren Turam et Sofiane Diop. Voilà, nos esprits malades, très clairement. À force de s'enquiller des matchs du gym, très clairement, il y a des dégâts cérébraux irrémédiables qui ont dû se produire. Maintenant, je voudrais parler un peu d'un autre un autre duel aussi qui est peut-être lui un peu plus concret et qui s'est vu sur ces deux rencontres-là, c'est celui entre Marcin Bulka et Kasper Schmeichel. Ça fait maintenant 1 an que ça dure. On a là aussi très largement débattu là-dessus. Mais là, on arrive vraiment aux dernières échéances. D'après les informations de la presse, Marcin Bulka serait peut-être en passe de sauter Kasper Schmeichel et de s'emparer de la place de numéro 1. C'est ce qui semble se dessiner avec c'est notre fameuse théorie du 11 titulaire et du 11 remplaçant lors de ces 2 matchs est bien réelle et s'applique. Marcin Bulka qui au final dans la préparation s'est montré, je pense, plus à son avantage que Kasper Schmeichel. Lui aussi était revenu plus tard à la compétition et avec le groupe, mais malgré tout on a quand même l'impression que Bulka a marqué quelques points. Le principal nœud du problème, aucun des deux ne veut être remplaçant. Jusque-là, à la limite, tout va bien pour des compétiteurs. Kasper Schmeichel, on sait qu'il y a des rumeurs de départ. On a parlé de Nottingham Forest vraiment dernièrement. On sait que ses agents, ou en tout cas peut-être le club, ont un peu sondé les clubs au Danemark pour savoir s'ils voulaient le récupérer. Pour l'instant, rien de concret, mais très clairement, lui ne se sent plus en odeur de sainteté ici, et je ne pense pas qu'il se voit passer la saison sur le banc. Marcin Bulka a l'air d'être plus proche de rester, du coup, la logique sportive encore une fois.
Mais le nœud du problème, c'est vraiment par rapport à deux profils de gardiens très différents, ce qu'ils peuvent apporter au Farioli Ball. Et là-dessus, on partait du principe, messieurs, en début de préparation, que Kasper Schmeichel, dont une des qualités, alors peut-être que le mot qualité n'est pas adapté, mais en tout cas, un des traits caractéristiques, c'est quand même son jeu au pied, sa volonté de relancer au pied, de trouver des passes qui cassent les lignes, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Ça se prêtait peut-être davantage au Farioli Ball, mais je me suis fait la réflexion et je l'ai publié sur mon compte X, du coup, ces dernières heures. Et en fait, je me dis que ouais, le jeu au pied de Kasper Schmeichel, il a l'air quand même plus soyeux. C'est un peu stylé, ces espèces de transversales et ces sacoches qu'il met directement au milieu de terrain pour battre un premier rideau. Mais au final, c'est rarement efficace quand son coéquipier ne foire pas totalement son contrôle pour offrir aussi un but aux adversaires du gym. Tandis que Marcin Bulka, admettons qu'il soit moins doué, en tout cas moins soyeux au pied, c'est des relances courtes, c'est des relances rapides, alors peut-être seulement aux défenseurs ou aux latéraux, mais en fait on a l'impression qu'au final on perd moins de ballons. Ça reste une relance courte qui permet d'orienter le jeu et de tout de suite lancer une action de l'OGC Nice. Donc est-ce que vraiment Kasper Schmeichel est plus adapté à ce que veut Francesco Farioli, sachant que la relance est peut-être plus sexy, plus soyeuse sur le papier, mais moins efficace, et je parle même pas du nombre de buts encaissés, de qualité sur la ligne, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, même si on l'a eu plus souvent, mais en fait, même la qualité principale qu'on citait pour Kasper Schmeichel, je ne suis même pas sûr qu'en fait, elle soit si réelle et si tangible que ça aujourd'hui. Ah ben on l'a vu hier, je crois que Marcin Bulka fait 2 relances dans le match d'hier qui cassent les lignes. Il y en a une qui m'a fait un peu un frisson dans le dos parce qu'elle était plein axe, mais son coéquipier n'a pas perdu le ballon. Et surtout, j'ai quand même l'impression que la défense qui est devant Marcin Bulka a plus confiance en lui. C'était un débat qu'on avait déjà eu l'année dernière, mais je pense qu'ils ont plus confiance en Marcin Bulka qu'en Kasper Schmeichel. Et il n'y a pas à tortiller, hein. C'est le deuxième but que prend Schmeichel aujourd'hui. Il est peut-être ce qui exaspère le plus ses coéquipiers. Alors, on pourra reparler du 11 qui a joué aujourd'hui parce que Amraoui en défense centrale, c'est un concept. Mais par contre, je pense que oui, je pense qu'il y a une confiance qui est claire et qui joue en faveur de Marcin Bulka. Son jeu au pied, certes, il est moins soyeux, il est beaucoup plus raide, mais s'il est efficace, eh bien, je prends. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce que je veux bien, ce qu'il faut prendre en compte, si encore une fois c'est vrai, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, on peut pas tout affirmer, mais on le lit, donc on doit en parler. Si en plus Kasper Schmeichel recommence à mettre une mauvaise ambiance avec ses états d'âme, et puis à vouloir refuser de jouer ou à exprimer qu'il n'est pas content, machin truc et tout, et que ça peut avoir une influence négative sur le vestiaire, alors dans ces cas-là, tout Schmeichel qu'il est, tout joueur que j'ai aimé défendre et que j'ai aimé voir chez nous, malgré tous les détracteurs que ça a pu m'apporter, et qu'il avait, il faut qu'il parte. Oui, ça, par contre, l'intérêt aucun joueur n'est au-dessus de l'institution, ça c'est clair. Exactement. Jérémy, dans ce match, dans le match entre Marcin Bulka et Kasper Schmeichel, bon, ton avis sur Kasper, je le connais, mais n'hésite pas à nous le redonner. Ce qui m'intéresse, peut-être que ce que tu nous dises, c'est par rapport à Marcin Bulka lui-même, puisque moi-même, j'avais quelques doutes sur lui dans la mesure où on l'avait vu dans cette épopée en Coupe de France où il avait brillé, nous a permis de nous emmener jusqu'au Stade de France. On l'avait vu un peu également sous Lucien Favre où il avait été sans être magnifique, mais globalement exempt de reproches majeurs. Après, il s'est blessé, on ne l'a plus vu sous la mandature de Didier Dillard, et en fait, on se disait, est-ce qu'on est vraiment chaud pour confier les buts et le poste de numéro 1 à un gardien qu'au final, on a très peu vu, et peu vu sur la longueur, en plus. Là, on ne va pas dire que c'est la longueur et que 3 matchs changent totalement la donne, mais on l'a vu la majorité du temps sur cette préparation-là, et encore une fois, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. On est même plutôt agréablement surpris, notamment par son jeu de relance, comme on le disait avec Alric. Donc, est-ce qu'au final, Marcin Bulka, aujourd'hui, n'inspire pas, comme le disait Alric, plus de confiance que Kasper Schmeichel, et pas juste pour d'excellents souvenirs en Coupe de France qui maintenant ont lieu il y a de nombreux mois, mais juste là, la préparation, on a pu voir les deux.
lequel des deux t'as le plus séduit, tout simplement? Marcin Bulka, hein. Il est beaucoup plus, enfin en tout cas moi je le trouve beaucoup plus rassurant. Hier sur le match qu'on a vu, là où je l'attendais, c'était justement sur son jeu de relance. Je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Et voilà, moi c'est un gardien en tout cas qui me rassure plus, qui m'a toujours beaucoup plu. Il est très rassurant dans les airs, sur sa ligne. C'est un gardien qui est quand même complet. Et pour moi, il représente le présent et surtout l'avenir, parce que c'est un gardien qui est très jeune. On a eu une très très bonne idée de le recruter, parce qu'on a une option d'achat, je crois, qui était à peine à 2 millions. Je trouve que pour un gardien de son talent et de sa mentalité, c'est vraiment très bien joué. Non, moi en plus je trouve que c'est un joueur qui, on le voit dans les Abjim, qui s'entend très bien dans le groupe avec tout le monde, notamment Hicham Boudaoui. C'est un joueur qui a l'air vraiment d'être bien dans le groupe, et sur le terrain il a jamais fait d'erreurs grossières. Il a toujours été présent, pas que sur son épopée en Coupe de France, mais je trouve que voilà, sur tous les matchs où on l'avait vu, il a toujours été rassurant. Je vois pas pourquoi il pourrait pas être numéro 1, en tout cas. Après, sur le cas Schmeichel, c'est plus compliqué. Moi, je trouve qu'il y a des matchs où il a fait de très bons matchs, mais globalement, j'attendais quand même un peu plus de Kasper Schmeichel. Ce qui m'agace un peu, par contre, c'est qu'à chaque fois, on entend que, on sait pas si c'est vrai, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'à chaque fois qu'il est pas titulaire, il est pas content, il râle. Bon, personne n'est content d'être sur le banc. Enfin, j'espère qu'aucun joueur de foot est content d'être sur le banc. Normalement, c'est comme ça, mais je veux dire, On n'a pas l'impression qu'il y ait une remise en question de sa part non plus. Voilà, alors que Marcin c'est un peu agaçant. On le sait, n'est pas content, surtout qu'on lui a peut-être promis des choses, mais ça encore, on se base sur des on-dit et qui n'ont pas été appliqués derrière, notamment avec les changements de direction sportive. Mais voilà, lui a fermé sa gueule, a travaillé. Le temps a dû être long pour lui, et là il est peut-être en passe de s'imposer en fait sportivement, même si voilà, on verra qui gardera les buts du gym face à Lille, et qui est encore susceptible de partir lors de ce mercato, pardon. Après, si tu me permets, Sky, ne réécrivons pas l'histoire. On était tous très contents lorsque on a appris l'arrivée de Kasper Schmeichel, parce que moi le premier, je suis allé le checker sur la coulée verte. Voilà, exactement. Je vais me couper la main immédiatement. Au-delà de son nom qui évoque pour les plus anciens d'entre nous quelque chose de nostalgique, mais en plus qui arrive avec un palmarès plutôt pas mal, et puis un pédigré avec ses 11 ans de première ligue dans les pattes, qui est fort intéressant. Tout ça, je le rappelle, pour remplacer l'idole, Walter Benitez. On était tous très contents de l'avoir. Sur le papier, c'est une super recrue. Ça n'a pas marché. On prend acte. Maintenant, suivant. Mais nous réécrivons pas l'histoire en disant qu'on a fait une erreur de le recruter. Ça, on ne peut le dire que maintenant. C'était pas le cas quand il est arrivé. Oui, c'est à l'heure du bilan aujourd'hui, oui, où malheureusement il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Voilà, l'expérience, l'encadrement dans le vestiaire, on le disait, voilà, même humainement, ça semble être un peu compliqué pour lui, qui ne se projette pas, en tout cas, qui ne s'intègre pas vraiment à la vie du groupe et à la vie du club plus généralement. On verra vendredi qui est titulaire dans les bois. Des fois, il y a des surprises. On se souvient de Patrick Vieira qui nous avait dégainé un Johan Cardinal alors Tricard, alors que Walter Benitez avait fait toute la préparation. Donc, on imagine que ça peut être encore ouvert. Messieurs, je voudrais rester quelques instants sur ce qui a fonctionné dans cette double confrontation face à Villarreal et la Fiorentina, avant de passer à ce qui a moins fonctionné, parce que ça va nous permettre de parler un peu du 11 qu'on attend vendredi, et puis des recrues qui restent certainement à faire à l'état-major de l'OGC Nice. Sur ce second match, ça a été beaucoup moins bon. Au-delà de la défaite, il y a eu 60, peut-être 80 minutes assez compliquées en matière de football et collectivement, mais malgré tout, il y a quelques joueurs qui ont su surnager de ce 11 largement remanié. Je pense à Jordan Lotomba. Ce n'est pas une surprise puisqu'il nous a gratifié d'une préparation très correcte qui fait la suite à une année 2023 pour l'instant de très haut niveau. Donc on espère le retrouver à ce niveau-là avec la reprise de la compétition. Et puis les jeunes Reda Belayan et Badreddine Bouanani, là encore, voilà, c'est un peu j'ai un peu cité les trois révélations au final de l'année 2023, même si Lotomba était déjà un joueur confirmé, mais les petits Belayan et Bouanani, Bouanani buteur, Belayan aussi fort sur le terrain qu'à la bagarre. Donc
voilà, c'est ni plus ni moins que des confirmations de la saison dernière. Et si on doit encore parler de 11 titulaires et de 11 remplaçants, c'est eux qui sont vraiment le plus proche de bousculer la hiérarchie. C'est peut-être encore dur pour Belayan qui est jeune, mais en tout cas, je pense qu'il a marqué des points pour être présent dans les 16, dans les 18, qu'on verra à convoquer à chaque journée de Ligue 1. Buonanni, on en parlera également quand on parlera du poste d'ailier droit, et Jordan Lotomba, peut-être voilà, qui pourrait rapidement bénéficier d'une blessure ou d'une méforme de Youssef Attal. On n'aime pas tabler là-dessus, ou pourquoi pas d'un départ. Mais voilà, c'est assez ouvert en tout cas sur ces 3 joueurs-là, tandis que les autres, on va pas tous les citer, n'ont vraiment pas montré des choses qui permettent d'espérer que la hiérarchie soit bousculée par leur performance. Non, ouais, ce match-là, bon, en voyant la compo, je m'attendais pas forcément à un grand match ou même à un match du niveau de celui qu'on a vu hier. Il y a eu quelques petites choses moi qui m'interrogent. Alric l'a mentionné tout à l'heure, le positionnement d'Amraoui qui avait déjà joué comme ça contre Braga, enfin contre l'équipe B de Braga. J'étais curieux de voir ce qu'il allait faire, mais enfin c'est pas trop son poste, donc je me demande pourquoi on le fait pas jouer à son poste et on donne pas sa chance un peu à Yanis Naounou qui a signé un contrat pro l'année dernière. Enfin, je me posais juste cette question-là. Après voilà, c'est dans une équipe qui justement a un petit peu moins de facilité technique, on va dire, d'automatisme aussi. Je pense pas qu'on pouvait attendre grand-chose de certaines individualités. Je pense notamment à Sofiane Diop. Je pense que c'était quand même compliqué d'exister avec des joueurs comme ça qui connaissaient pas vraiment et voilà, un ensemble de joueurs qui se connaissaient beaucoup moins. Donc voilà, après les 3 meilleurs joueurs sur ce match-là, tu les as nommés. Lotomba qui était solide comme d'habitude et qui pour moi doit être le titulaire à droite ou à gauche. Bon, j'ai l'impression qu'il est plutôt utilisé pour l'instant à droite comme souvent, mais pour moi il doit débuter titulaire. Et après voilà, Belayen et Buonanni, c'est pour moi les 2 joueurs qui ont montré qu'ils pourraient justement surtout Badreddine Buonanni s'intégrer de plus en plus dans la rotation et pourquoi pas dans le 11 comme l'a fait Badreddine Buonanni l'année dernière, enfin la saison dernière, notamment à un poste où Gaëtan Laborde, on va dire, peut jouer, mais il dépanne plus qu'autre chose, je trouve, parce que son utilisation est quand même meilleure dans l'axe. C'est quand même un joueur qui est plus à l'aise dans l'axe. Donc bon, voilà, voir comment ça se passe pour Badreddine Buonanni, mais c'est ces 3 joueurs-là qui pour moi ont montré le plus de choses. Guessant avait fait un début de progression qui était pas mauvais, mais je pense que à voir si ça lui convient, mais il va être en doublure de Terem Moffi à mon avis sur cette saison où on joue seulement la Ligue 1 et la Coupe de France. Voire même numéro Après, 3 voilà, si Gaëtan Laborde est recentré en cas d'absence de Terem Moffi, ce qui risque de se produire pendant la CAN notamment. Est-ce qu'en fait au final Guessant est même pas de numéro 3, Laborde se réaxe, tu as du coup à ce moment-là Badreddine Buonanni qui peut prendre du temps de jeu à droite, ça semble... Attention parce que Badreddine Buonanni, pardon, il est international algérien. Oui, effectivement, donc pendant la CAN le problème se poserait aussi, mais... Ouais. Alric, après, je me permets de t'interroger directement sur ce qu'a évoqué Jérémy, et notamment Jordan Lotomba. Alors Jordan Lotomba, j'irais pas jusqu'à dire qu'il veut partir, mais en tout cas il est à l'écoute des opportunités de marché, notamment s'il est encore relégué au poste de numéro 2 derrière un intermittent comme Youssef Attal. Nous au GC Nice, on est un peu aussi à l'écoute du marché. Les rumeurs n'ont pas manqué à ce poste-là en fonction d'un départ, soit Jordan Lotomba, soit Youssef Attal, qui a notamment des pistes dans le golf. Pour l'instant, c'est le statu quo. Je voudrais avoir ton avis sur, on se projette déjà peut-être un peu face à Lille, mais entre ces 2 matchs, face à Villarreal et face à la Fio, et toute globalement la préparation, est-ce que Jordan Lotomba ne mériterait pas cette place de numéro 1? Et encore une fois, comme le disait Jérémy, la même question se pose au poste d'ailier droit. Gaëtan Laborde, qui est l'un de nos chouchous de toute façon, peut-être le 2e joueur le plus apprécié de l'OGC Nice la saison dernière, par ses buts, par sa mentalité, par sa polyvalence. Sa préparation a été assez compliquée. Globalement, on sent que son profil, on le disait pour Sofiane Diop, on en parlait côté gauche, n'est pas forcément aussi très approprié par rapport à ce que veut mettre en place Francesco Farioli. C'est peut-être injuste, mais bon, c'est la dure loi du sport et du haut niveau. Est-ce qu'il faut reléguer Gaëtan Laborde sur le banc et faire confiance
tout de suite à Badreddine Buonanni? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que Laborde sera peut-être moins efficace, mais par son implication, par son exemplarité, apportera quelque chose à l'OGC Nice? Voilà, c'est à la lumière de ce deuxième match face à la Fiorentina, qu'est-ce qui, pour toi, te semble encore ouvert pour Lille et puis après, de toute façon, pour les prochaines semaines de compétition? Bah déjà, au poste d'arrière droit ou d'arrière gauche, peu importe, Lotomba doit être titulaire. Parce que je trouve pas normal. Devant Et Melvin Barr, par exemple, à gauche? oui, peut-être. C'est une question, hein, Peut-être, je t'en voudrais seulement hors antenne, promis. peut-être, et encore, pas sûr, parce que peut-être qu'il aura une recrue au poste d'arrière gauche Il, qui se mettra naturellement devant. il serait temps peut-être quand même, mais Ouais, il serait temps. je choisis d'en rigoler, mais bon, Non, mais on c'est est, pour on est ça le 6 que. août quand même, et bizarrement, il n'y en a toujours pas, mais bon. Non, mais sous-marin, on sait. Sous-marin, voilà, sans Mais prendre non, tube. mais pour répondre à la question, et je vais répondre très sèchement, et j'en ai un peu marre qu'on ait encore ce débat sur ce poste d'arrière droit. Mais de toute façon, c'était clair. Lotomba l'avait dit. Je ne sais pas s'il l'avait dit concrètement, mais en tout cas, ça avait été relayé dans la presse. S'il a encore Youssef Attal dans les pattes, il s'en ira. C'est le cas. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est encore le cas. Parce que chaque année, on dit non, mais c'est bon, Youssef Attal, ok, c'est un super joueur, mais il joue 15 matchs par saison. Et encore, quand je dis 15 matchs, c'est 15 apparitions de 10 minutes. Hein. Il lui reste en plus, sauf erreur de ma part, qu'1 an de contrat, donc tu as du mal à te projeter dans l'avenir et je nous vois mal, sauf s'il joue 20 matchs d'ici le mois de janvier, lui proposer une prolongation, et quand bien même. Non, mais faut pas. Voilà. Ce serait une erreur de management de faire ça. Et puis, un club de foot, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas là pour faire du social. T'arrives pas à tirer ton épingle du jeu dans l'équipe. Tu peux être très bon, mais en fait, tu le montres presque jamais. Parce que contre Villarreal, il a rien montré, Youssef Attal. Il a fait une percée. Il a été plutôt correct défensivement. Et c'est tout. Donc, pour moi, Jordan Lotomba doit être titulaire. C'est indiscutable. Et il doit l'être non pas seulement pour Lille, mais il doit l'être toute la saison. À droite comme à gauche, en fonction d'une éventuelle recrue, comme tu le Et après, disais. j'ose espérer qu'il y aura une recrue à gauche. Hein. J'ose espérer qu'il y aura une recrue à gauche. Et tu me parlais d'un autre poste, j'ai oublié. De Gaëtan Laborde, éventuellement, dans sa concurrence. On s'invente un peu des duels, hein, effectivement. Je comprends que vous voudriez que vous nous le reprochiez, mais il y a un enjeu peut-être. Est-ce que Badreddine Buonanni, qui du coup a été plutôt en valeur dans l'équipe B, et puis globalement tout au long de cette préparation et la saison dernière déjà avec l'OGC Nice, ne correspond peut-être pas davantage à ce que Francesco Farioli veut mettre en place pour ses joueurs de côté, en tout cas davantage que Gaëtan Laborde, avec tout l'amour, tout le respect qu'on a pour Gaëtan naturellement. C'est terrible, hein, les réseaux sociaux, parce qu'on est obligé de mettre à chaque fois toutes les belles formules pour s'exprimer. Mais non, mais je pense que Gaëtan Laborde doit rester titulaire. Alors à quel poste, comment, je sais pas, je suis pas coach. Mais je pense qu'il doit rester titulaire pour une raison toute simple, c'est que Badreddine Buonanni, il n'a explosé que l'année dernière. Il n'a pas été titulaire, il a fait ça progressivement. Et je rejoins Digard sur ce qu'il avait dit l'année dernière. Il faut faire ça progressivement. Ça reste un très jeune joueur. Si on lui met des responsabilités trop importantes tout de suite, eh bien, quand ça deviendra plus compliqué, on ne sait pas trop comment il va pouvoir le gérer. Alors, il a fait une préparation très très correcte. Il n'y a pas de problème. Il a été à son avantage aujourd'hui avec un très joli but. Mais pour moi, c'est pas encore possible de lui mettre toutes les responsabilités d'un poste sur ses épaules, lui dire bon voilà, aujourd'hui tu es titulaire indiscutable au poste d'ailier droit, bonne chance. Tout simplement parce que quand il sera plus là, comment on fait? Quand il sera pas là pendant la CAN, on sera potentiellement dépendant à lui sur ce côté-là, et on n'aura jamais testé autre chose, et on aura un vrai manque. Donc pour moi, et puis pour ce que dégage Gaëtan Laborde sur le terrain, dans la combativité, en fait aussi dans le fait qu'il est aussi capable d'attirer des joueurs des défenseurs sur un terrain. C'est sûr que en tant qu'ailier, il fait pas l'unanimité. Et je comprends pourquoi. Mais à aucun moment, je le relis sur le banc au profit de Buonanni pour être titulaire indiscutable. Non. Bon, à voir, hein, de toute façon, on sait que Gaëtan avait commencé aussi
la saison. Bon, il est arrivé très tard, hein, tout dernier jour du mercato, mais il avait commencé la saison de façon un peu compliquée avant de monter en régime petit à petit. On souhaite que ce soit la même chose, hein, pour cette année, qu'on retrouve notre serial buteur de la saison passée. Je voudrais qu'on termine cette émission, messieurs. J'ai un peu rushé certains sujets qu'on avait prévu d'aborder, j'en suis désolé, mais je pense quand même qu'on a été globalement assez complet à la fois sur ce week-end et sur cette préparation. De toute façon, c'est déjà notre 7e numéro de l'avant-saison, donc on a eu, si jamais il y a des sujets où on vous semble qu'on est passé un peu rapidement, on en a probablement parlé dans des numéros précédents, et on en parlera dans les prochains également, hein, parce que voilà, on revient dès le week-end prochain, peut-être même avant, si jamais il y a une recrue en mode sous-marin qui arrive dans la semaine. Mais forcément, ce qui nous intéresse, c'est le mercato. Alors, on a pris le parti un peu cette saison de commenter un peu moins les rumeurs. Alors, pas que ce jeu-là ne nous amuse pas, nous non plus, et qu'on soit pas à fond sur nos téléphones pour guetter les dernières rumeurs, mais on a bien vu qu'au final, c'est pas tant ce qui est sorti dans la presse qui s'est concrétisé cette année. Et puis voilà, on sait aussi qu'il y a quand même des jeux d'influence, des jeux d'agents, tout ça qui parasitent un peu la transmission d'informations dans ce secteur-là. Mais je vous interdis pas de citer de noms. On pense forcément à des mecs comme Lucas Digne, comme Riyad Al-Nouri au poste de latéral gauche. Et puis peut-être que voilà, il y aura d'autres noms qui apparaîtront aux avant-postes. Pourquoi pas un ailier droit, et pourquoi pas un gardien en cas de départ d'un des deux aiglons actuels. Messieurs, la question elle est assez libre. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces 3 semaines et demie de mercato qui restent, tant dans le sens des arrivées que des départs, puisqu'on sait qu'il y a peut-être aussi des joueurs qui seront amenés à nous quitter, que ce soit définitivement. On pense à Kefren Thuram, on devrait en savoir plus sur les intérêts de la Juventus en début de semaine prochaine, ou au poste de gardien, comme on le disait, peut-être d'autres joueurs. Je pense à Alexis Beka qui encore une fois était en difficulté et qui n'aurait peut-être pas sa place dans les plans de Francesco Farioli. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de ces dernières semaines? Faire le ménage, apporter des nouvelles forces vives, essayer de conserver au maximum nos joueurs importants. On n'a pas trop parlé de Jean-Claire Todibo sur ce numéro, mais voilà, globalement, votre feeling et vos attentes pour ces jours qui nous séparent du 31 août minuit. Un départ de Kefren Thuram, le recrutement d'un arrière-gauche, et garder l'esprit ouvert à toute opportunité de fin de mercato qui pourrait se présenter. Je pense peut-être aller en comptant l'arrière-gauche, encore 2 recrues. Les postes, je ne sais pas exactement parce que on pourrait tout voir, mais encore 2 recrues d'ici 31 août, mais surtout un arrière-gauche, et pourquoi pas le départ de Kefren Thuram, définitivement pour clore ce débat. J'ai même pas envie de mentionner latéral gauche, parce qu'on le dit depuis je sais plus combien de temps, mais pour moi après il faut un défenseur central, parce qu'on voit qu'on est un peu limite à ce poste-là, je trouve. C'est dommage, on avait Mattia Vitti, de Mattia Vitti, voilà. Depuis son départ, je trouve qu'on est quand même un peu court à ce poste-là. On l'a vu sur ce match B, où justement c'est Amraoui qui doit jouer axe gauche, parce que bon, pour une raison ou une autre, Yanis Naounou ne joue pas. Mais voilà, on est un peu court, donc au moins 2 recrues, défenseur central, latéral gauche, et après je pense que ça va se faire en fonction des départs. Pour moi, même s'il y a un départ de Kefren Thuram, je vois pas trop pourquoi on devrait l'en passer au milieu de terrain, parce que c'est vraiment là où pour moi, là actuellement, on a trop de joueurs. Donc je pense pas qu'on pourrait le remplacer ou qu'on devrait le remplacer. Je pense que, enfin en tout cas, s'il y a pas de remplacement, ça me choquerait pas. Donc voilà, j'attends au moins 2 recrues encore sur ces 2 postes-là, et à voir après avec les départs. Et juste pour Gaëtan Laborde tout à l'heure, quand je parlais de sa possible concurrence avec Boadridine Bonani, parce que pour moi il est titulaire indiscutable, hein. C'était l'aiglon la saison l'année dernière pour moi, donc j'attendais juste de voir comment ça va se passer un peu au niveau des choix du coach à ce niveau-là. Ok, bah écoutez, à suivre très rapidement. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite, hein, avant la reprise. On a hâte, et c'est peut-être d'ailleurs une des premières victoires, lâchons le mot, en tout cas un des premiers accomplissements du nouveau coach Francesco Farioli, c'est que on a envie de retourner au stade. Alors on va pas se mentir, hein, de toute façon, quelle que soit la santé de ce club et les merdes qu'on a pu supporter ces derniers mois et ces dernières années, on y est toujours retourné au stade, ou alors devant la télé pour les expats, pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre à l'Alliance Riviera, mais avec tout ce qu'on a mangé ces dernières années,
tout n'a pas été digéré et voilà, à titre personnel notamment, je pense que le match face à Bâle reste quelque chose qui a cassé pour une longue durée, pour pas dire définitivement, ma relation avec l'OGC Nice. Mais d'un point de vue d'amateur de football, j'avoue que Francesco Farioli, j'étais sur le papier pas plus emballé que ça, mais là, après un mois à la tête de mon club et puis les quelques matchs qu'on a vus, bien sûr, c'est pas révolutionnaire, c'est pas non plus Joga Bonito à tous les matchs et avec tous les joueurs, mais on sent que quelque chose se met en place et en fait, je suis tout simplement curieux et puis après Une le reste, identité. c'est l'histoire de la saison qu'il écrira. Il y a une vraie identité. Et c'est ça que je retiens de ces préparations. Et pas une identité méditerranéenne, hein, juste pour souligner. Mais bon, non, mais en fait, c'est pour reprendre ce discours de monsieur Robinet Nautier de Jean-Pierre Révert, qui dit il faut une identité de jeu pour qu'on puisse reconnaître le l'OGC Nice quand elle joue. Peut-être que Francesco Farioli, tout outsider qu'il était lorsqu'il a été nommé dans les premières rumeurs, et puis il a réussi à faire son trou, peut-être que c'est lui qui va arriver à mettre ça en place. Et rien que pour ça, j'ai envie de voir. J'ai envie de retourner au stade rien que pour voir ça. Messieurs, merci beaucoup pour ce moment passé en votre compagnie. Merci aux auditeurs et auditrices qui peuvent nous écouter sur toutes les plateformes comme d'habitude. Vous, on les a répétés pendant les émissions. Et puis, vous avez l'habitude à force. Et puis, si vous nous écoutez, c'est que vous avez trouvé le chemin jusqu'à nous. Prochain numéro pour l'instant, prévu le week-end prochain, probablement samedi, pour débriefer la rencontre inaugurale de la saison de l'OGC Nice, mais aussi de la Ligue 1. Vendredi soir, Alliance Riviera face à Lille. Écoutez, on se réserve le droit de faire un numéro avant si jamais un latéral gauche notamment arrive. On nous le souhaite, comme dirait Paga. Et puis voilà, on a toute une saison à vivre ensemble et ça, c'est toujours cool, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission. Alric, Jérémy, merci beaucoup de votre compagnie, de votre pertinence, de votre amitié, de tout ça. On se retrouve très vite et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.